très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le décor habituel, on est dans ma chambre. Parce qu'avec le confinement, c'est un peu compliqué de trouver le temps de vous tourner des vidéos parce que l'air de rien, j'ai beaucoup de travail. Et puis mon copain est tout le temps à l'appartement vu qu'il télétravaille aussi. Et il travaille dans le salon, donc je me suis installée un petit setup dans la chambre. J'espère que ça vous dérangera pas trop. J'ai essayé de faire un petit décor derrière moi pour que ce soit quand même un petit peu sympa. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 romans et une bande dessinée à vous présenter. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé du Pays des autres de Leila Slimani. Ensuite, je vous parlerai de L'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Le dernier roman, ce sera Ciao Bella de Serena Giuliano. Et je terminerai avec la bande dessinée Girl Power de Eleonora Antonioni et de Francesca Ruggiero. On commence tout de suite avec Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir que j'ai lu en lecture commune avec Florence, du blog, du compte Instagram et de la chaîne Flow & Books. C'était un vrai plaisir de faire cette lecture commune avec elle, surtout que je pense que sans elle, j'aurais pas forcément sorti ce livre de ma pile à lire tout de suite, parce que je l'avais trouvé en boîte à livres début janvier et je m'étais dit oui, je vais le prendre parce que c'est quand même un monstre de la littérature française que j'ai jamais lu. C'est les prémices du féminisme, donc il faudrait que je m'y intéresse un jour, donc je l'avais pris, mais en me disant je le lirai peut-être dans quelques années, mais pas maintenant. Finalement, ça correspondait bien avec Mars au féminin parce que c'est quand même un livre, comme je le disais, très féministe. Flo m'a proposé de le lire en lecture commune, donc c'est ce qu'on a fait. Alors c'est quand même un gros bouquin qui fait 500 pages, dans lequel Simone de Beauvoir va nous raconter son enfance, son adolescence et le début de l'âge adulte. Elle nous raconte donc sa vie, on est totalement dans de l'autobiographie. Au début, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, j'ai bien aimé suivre toute son enfance, le début de son adolescence, parce qu'elle a des réflexions hyper riches pour son âge. C'est vraiment une femme d'une intelligence incroyable et ça se ressent dès son plus jeune âge. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que on suivait aussi bien son éducation à la maison, son éducation à l'école, que sa manière de penser, ses réflexions, notamment ses réflexions sur la religion, un petit peu sur le féminisme. En fait, le féminisme, elle l'aborde, mais pas encore de manière très tranchée. Elle va nous expliquer la manière dont elle est élevée par ses parents. Elle a uniquement une petite sœur, elle n'a pas de frère, donc elle, quand elle est petite, elle voit pas du tout qu'il y a des discriminations entre hommes et femmes. C'est quelque chose qu'elle ressent pas dans son quotidien, mais elle a quand même des idées déjà très féministes, alors que ses parents ne défendent pas du tout ça. Enfin, on voit vraiment qu'elle a une éducation très classique pour l'époque, et elle a déjà des idées d'égalité très marquées. Donc on va voir tout ça naître en elle. Elle a vraiment, je vous disais, des réflexions tellement intelligentes. Quand elle se questionne sur la religion à 11-12 ans, je me suis dit mais c'est incroyable, je me posais pas du tout ce genre de questions à 11-12 ans. En même temps, c'est pas plus mal non plus, hein. C'est bien de vivre avec son âge et de pas se prendre la tête quand on est enfant non plus outre mesure, je trouve. Ça c'est un avis personnel. Mais le problème de ce livre, j'allais dire de ce roman, mais c'est pas un roman, c'est une autobiographie. Le problème de cette autobiographie, c'est que j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Passé la deuxième moitié, j'ai commencé à m'ennuyer. Clairement, un vrai ennui. Et j'ai commencé à trouver le temps très long. J'en attendais autre chose. Je trouve qu'on aurait pu raconter tout ça sur 300 pages. Ça aurait été suffisant. Et je m'attendais aussi à sa rencontre avec Sartre. Alors, elle arrive tout à la fin du livre. Elle rencontre Sartre à l'université. Mais c'est pas encore le début de leur histoire, donc ça m'a pas passionnée. Pour savoir son histoire avec Sartre, il faudra lire les tomes suivants, ce que je ne ferai pas. Je ne vais pas continuer la trilogie. Peut-être que je relirai un jour Simone de Beauvoir, peut-être le deuxième sexe, mais en tout cas pour la trilogie de ses mémoires, je m'arrête là parce que je me rends bien compte que je me suis globalement ennuyée et c'est vraiment le sentiment qui me reste après coup. Même s'il y avait des idées hyper intéressantes, c'est la lassitude qui va primer dans mon esprit et le fait que j'ai trouvé le temps un petit peu long. En plus de ça, Simone de Beauvoir, c'est pas la personne la plus attachante au monde. Désolée de dire ça. Je l'ai trouvée très froide, très distante dans toutes ses relations sociales, ses relations avec sa famille, avec ses amis. C'est une personne vraiment froide et du coup j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour elle, pas eu beaucoup de sympathie pour elle, enfin bref, déception avec ce livre. Et Simone de Beauvoir je retenterai pas tout de suite. Ensuite j'ai lu Le Pays des autres de Leila Slimani. Leila Slimani est une autrice que j'aime beaucoup et quand j'ai su qu'elle allait sortir un 3e roman, j'étais impatiente de le découvrir, surtout que celui-ci c'est aussi le premier tome d'une trilogie. Une trilogie qui va se passer au Maroc, qui va retracer l'histoire du Maroc à travers des personnages de fiction. Dans ce premier tome, on va suivre Mathilde qui est une jeune Alsacienne. Quand le roman commence, on est en 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la guerre, Mathilde a rencontré Amine, un soldat marocain qui est venu se battre pour la France,
dans son village. Il était basé dans son village, ils se sont rencontrés, ça a été le coup de foudre. Après la guerre, elle part avec lui s'installer au Maroc dans la ferme du père d'Amine. Elle idéalise un petit peu tout ça en se disant qu'elle va vivre quelque chose d'assez idyllique, en se disant qu'elle va quitter son quotidien et qu'elle va vraiment découvrir un autre monde, une autre culture. C'est tout à fait le cas, elle va découvrir une autre culture. Mais d'emblée, elle va se rendre compte que la vie va peut-être pas être si facile que ce qu'elle espérait. Déjà, sa famille va lui manquer. Amine, c'est pas non plus le mari le plus attentionné du monde. La ferme est difficile à gérer parce qu'ils sont sur une terre qui est pas très riche. Ils vont se lancer comme ça dans l'agriculture. Les rapports avec les Marocains se passent pas toujours forcément super bien, que ce soit avec la famille de son mari, avec les amis de son mari dont elle est complètement isolée. Enfin bref, on suit son quotidien au Maroc, qui est plus ou moins difficile. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la complexité générale. Alors c'est pas complexe à lire, c'est juste très bien écrit. Complexité, c'est pas dans ce sens-là. Mais encore une fois, j'ai adoré la plume de Leila Slimani, ça c'est un fait que je ne peux nier. J'adore la manière dont Leila Slimani écrit. Quand je parle de complexité, je trouve qu'il y a énormément de complexité dans les personnages. Ce sont des personnages qui ne sont pas manichéens, ce sont des personnages qui ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'au début, je me suis fait un avis très précis sur les personnages en me disant oui, Mathilde, j'aime bien, Amine, bof. Voilà, je me suis fait comme ça un avis sur les gens. Et en fait, mon avis, il a tout le temps changé. Parce que les personnages, ils vont tout le temps évoluer, ils vont avoir des réactions auxquelles on s'attend pas, ils vont faire des actions auxquelles on s'attend pas. Ça fait que vraiment ils sont très creusés, ils sont très profonds, ils sont tout en nuances. Moi c'est vraiment ce que je recherche. S'il y a bien une chose que je n'aime pas dans les romans, c'est quand il y a les gentils et les méchants. Ici on n'est pas là-dedans. C'est nuancé, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est vraiment plein de nuances de gris, j'ai beaucoup aimé ça. Pareil pour l'intrigue, en fait l'intrigue elle se compose de plein de petites choses différentes et ça la rend super riche et j'ai beaucoup aimé cette façon qu'avait Leila Slimani de construire sa trame narrative parce qu'il n'y en a pas qu'une seule en fait, il y en a des multitudes qui se rejoignent et à travers tout ça on découvre l'histoire du Maroc parce qu'au moment du roman, au moment où l'histoire se passe, on est en plein dans les questionnements d'indépendance du Maroc qui appartient encore à la France, qui est encore une colonie française à l'époque. Ce roman s'étale sur une dizaine d'années, donc on termine en 1955. Toute cette question de l'indépendance du Maroc, elle revient beaucoup. Et du coup, vous vous en doutez bien, il y a un petit peu cette haine du peuple français, vu que le Maroc est une colonie. Enfin, je voudrais pas trop vous en dire, mais tout ça fait que c'est vraiment palpitant, qu'on apprend beaucoup de choses sur le Maroc, que les personnages sont intéressants, que l'intrigue est intéressante. La seule petite chose, je sais pas si c'est lié au roman ou à moi quand je l'ai lu, mais à des moments où j'ai un peu décroché de l'histoire, mais je pense que cette période de confinement ne m'aide pas forcément pour les lectures sérieuses et sur lesquelles il faut quand même être concentré. Malheureusement, c'est vraiment à regret parce que peut-être que j'aurais plus aimé encore ce livre si je l'avais lu à un autre moment. J'ai l'impression que j'ai pas forcément réussi à y mettre toute l'attention que ça méritait. En tout cas, c'est un bon roman. En tout cas, je vais lire les tomes suivants. Et si vous connaissez toujours pas Leila Slimani, je vous la recommande chaudement parce que moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Troisième livre que je vous présente, c'est L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Comme la couverture est toute blanche, je vais plutôt vous insérer une image, ce sera plus parlant que moi tenant un livre blanc. L'Auberge de la Jamaïque, c'est Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est une autrice que j'ai découverte en 2019 et que j'adore. J'ai déjà lu Rebecca, ma cousine Rachel et donc L'Auberge de la Jamaïque. C'était mon troisième roman de cette autrice. De quoi est-ce que ça parle? En fait, ça parle de l'histoire de Marie, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle vit avec sa mère, elles ont une ferme, elles ont beaucoup de problèmes avec cette ferme parce qu'elles gagnent très peu d'argent, elles sont assez pauvres. Et au début, on apprend que sa mère va mourir. Et sur son lit de mort, sa mère lui dit de ne pas rester à la ferme, de ne pas rester dans cette affaire qui va couler, mais de partir rejoindre sa tante, Patience, qui habite assez loin de chez elle, qu'elles n'ont pas vue depuis 10 ans, mais qui s'est remariée à un aubergiste, et de partir chez eux pour être en sécurité, pour être à l'abri. C'est ce que Marie va faire quand sa mère décède. Nous, on la suit quand elle arrive dans cette partie de l'Angleterre qu'elle ne connaît pas, elle arrive dans les Landes, un paysage assez hostile, surtout que l'auberge de sa tante est complètement isolée du reste de la ville. Elle arrive à l'auberge de la Jamaïque, elle rencontre son oncle, elle revoit sa tante,
et rien ne se passe comme prévu. Comme d'habitude avec Daphné du Maurier, on est dans du roman noir, on est dans une vieille demeure dans laquelle il y a plein de secrets, il y a plein de non-dits, l'héroïne va devoir découvrir les choses au fur et à mesure. Il y a de l'intrigue vraiment, c'est palpitant, on a envie de savoir, c'est très intriguant. Et j'ai bien aimé la révélation principale parce qu'on a les éléments petit à petit et puis quand tout se dénoue, qu'on comprend ce qui se passe, ça laisse un petit peu sans voix parce que c'est d'une cruauté sans nom ce qui se trame dans cette auberge. Il y a aussi une révélation tout à la fin du roman qui est très intéressante parce qu'elle est vraiment bien amenée, elle est étonnante. Moi vraiment j'avais pas du tout vu ça venir, donc j'ai bien aimé cet aspect là. Encore une fois, la plume de Daphné du Maurier c'est juste un régal, moi j'adore sa plume. Bon, même si je la lis en traduction, j'ai pas le niveau d'anglais pour la lire en anglais, mais encore une fois c'est un régal, c'est une plume qui est très belle et qui arrive à maintenir le suspense d'une façon inégalable, donc j'ai adoré. Mais j'ai un petit peu moins aimé ce roman que Rebecca et ma cousine Rachel, tout simplement parce que justement cette thématique centrale m'a moins parlé, j'y ai été un peu moins sensible, donc je pense que c'est simplement dû à ça. Mais sinon c'est un très bon roman de Daphné du Maurier, moi j'ai hâte d'encore en découvrir plus. D'ailleurs on m'a conseillé le bouc émissaire. Dès qu'on peut retourner en librairie, je pense que je me le procurerai. J'ai lu cette lecture en lecture commune avec ma maman, on avait déjà lu ma cousine Rachel ensemble. On adore Daphné du Maurier, donc je pense que le bouc émissaire pourrait peut-être être la suivante sur la liste. Dernier roman dont je voulais vous parler, c'est Ciao Bella de Serena Giuliano. C'est le dernier livre que j'ai lu dans le cadre du challenge Mars au féminin. Je l'ai terminé pas plus tard qu'avant-hier, donc il est encore très frais dans ma tête celui-ci. Ciao Bella nous raconte l'histoire d'Anna, qui est une immigrée italienne qui est arrivée en France à ses 12 ans, 11-12 ans, je sais plus exactement, qui a plein de phobies, elle a peur de plein de choses et elle va aller chez la psy. Et nous ce qu'on va suivre c'est ces séances chez la psy au fur et à mesure des années. Donc ça va vraiment durer quelques années et c'est des tranches de vie qui nous sont offertes. J'avais acheté ce livre à la foire du livre de Bruxelles, j'avais pas spécialement prévu de l'acheter, mais quand j'ai vu que Serena Giuliano était là, j'avais vu plein de bonnes critiques sur Instagram de ce livre, je m'étais dit ouais allez je le prends. Ça va me faire voyager en Italie, je me suis dit en ce moment c'est ce qu'il me faut, un peu d'évasion, quelque chose de très léger, je fonce. Ce livre a été une déception pour moi, je vais pas le cacher plus longtemps, enfin de toute manière si vous me suivez sur Instagram j'en ai déjà parlé. C'est une déception, pourquoi? Parce que je pensais avoir quelque chose de totalement différent que ce que j'ai eu. En voyant la couverture, en voyant le titre, en voyant tout ça, je me suis dit ça va être génial, ça va être du dépaysement, ça va être un récit de voyage, je vais partir en Italie, je vais rencontrer plein de personnages, je vais voyager, je vais voir plein de beaux paysages. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça parce qu'en fait, c'est vraiment simplement des tranches de vie. Donc Anna nous raconte sa vie à travers ses séances chez la psy, donc ses enfants, ses angoisses, son mariage, un petit peu, oui, ses souvenirs en Italie d'enfance, mais ça m'a pas fait voyager parce que ça se passe en Italie ou que ça se passe en France, ça ne change rien en fait. Il n'y a pas du tout d'ode à l'Italie comme je m'y attendais. Alors certes, l'héroïne, elle adore son pays natal, elle trouve que c'est le pays le plus merveilleux du monde, ce que je comprends très bien, l'Italie est un magnifique pays, mais j'ai pas voyagé comme je le pensais et en fait, on a juste la vie d'Anna qui est en fait la vie grosso modo de Serena Giuliano, son envie d'écrire et au fur et à mesure sa vie qui évolue. Mais quand on n'est pas fan de Serena Giuliano, enfin j'ai rien contre elle, hein, c'est juste que je ne la connais pas, c'est pas quelqu'un que je suis, enfin maintenant je la suis sur Instagram mais je ne la suis pas depuis longtemps, donc savoir tout ça, ça m'a pas apporté grand chose et c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement intéressée. Quelqu'un m'a dit en commentaire sous une de mes photos, et je suis assez d'accord avec ça, c'est comme un vlog, mais sous format livre. Et donc elle nous raconte son quotidien, elle fait des blagues, etc. Bon, moi je vous l'ai déjà dit, l'humour en feel good, ça marche rarement. Ici ça m'a pas dérangé l'humour, mais j'ai pas franchement rigolé. Mais c'est juste, c'est son quotidien en fait. Et j'avais vu aussi la critique de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui pensait la même chose. Elle nous raconte sa vie. Et si on ne la suit pas forcément, ça nous intéresse un petit peu moins. Et même les gens qui la suivent, il y en a qui m'ont dit avoir été déçus par le livre parce que justement, ils savaient déjà tout. Voilà, c'est pas le dépaysement auquel je m'attendais, c'est juste l'histoire d'une femme qui raconte sa vie et ses angoisses et sa vie professionnelle. Au final, sa vie n'est pas non plus si extraordinaire que ça. Certes, elle a vécu des choses difficiles, mais pour moi, ça ne fait pas un roman parce qu'il n'y a pas d'intrigue.
il n'y a pas de raison de tourner les pages et de savoir comment ça va se finir, et c'est ça qui m'a manqué, c'est vraiment la trame narrative qui m'a manqué. Après, je cache pas que ça fait bien le job parce que ça m'a bien vidé la tête, je l'ai lu en 2 jours, donc c'est quand même qu'il y a quelque chose qui est efficace, la plume est efficace, ça je le nie pas, mais simplement j'ai pas eu ce que j'attendais, et donc je suis un peu déçue au vu de toutes les critiques très élogieuses que j'en avais lues. Et on termine avec une petite bande dessinée, donc c'est Girl Power de Eleonora Antonioni et Francesca Ruggiero, je ne sais pas comment on dit. Alors là, je vais vous en parler rapidement parce que j'ai pas grand chose à vous dire sur cette bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est réalisée au bic à 4 couleurs. Elle est assez jolie dans l'esthétique, les dessins c'est sympa. Bon après j'ai lu il y a pas très longtemps, moi ce que j'aime c'est Les Monstres d'Emile Ferris, réalisé au bic 4 couleurs, qui est juste incroyable. Donc en comparaison, oui c'est peut-être un peu moins joli, mais faut pas comparer, ça sert à rien de comparer des pommes et des poires. Mais alors au niveau de l'histoire, ce qui est bien c'est que c'est des histoires d'adolescents, donc c'est vraiment des choses très actuelles, très justes, très vraies. J'imagine que ça résonne beaucoup pour les ados. On a 3 petites histoires, mais pour moi ces histoires elles ne sont pas assez creusées, c'est-à-dire qu'on reste vraiment en surface, on les exploite pas. Parce que les thématiques sont intéressantes, ça va parler de harcèlement, ça va parler de différence, voilà des thèmes quand même assez universels, assez intemporels, mais jamais exploités, jamais creusés, donc c'est assez dommage je trouve. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que les livres dont j'ai parlé vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez déjà lus, et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!